Ouais, ça y est, c'est Essen! Enfin, presque. Ce jeudi 3 octobre, ça y est, c'est le début du Salon d'Essen, le plus grand salon du monde sur les jeux de société. Vous le savez peut-être, ça va être une semaine spéciale sur la chaîne Rue du Jeu. Il y aura une vidéo par jour tournée sur place qui vous donne tous nos ressentis, nos avis, en direct ou presque. Chaque matin, vous aurez le bilan de ce à quoi on a joué la veille. Et avant de débuter cette effervescence, la tradition veut qu'on fasse le bilan de l'année précédente. Alors il y a plein de façons de le faire, on pourrait analyser la liste complète des sorties de l'an dernier et voir qui joue encore à quoi. Cette année, j'ai décidé de le faire avec mon format La Pile et de vous faire tout simplement une pile des jeux que j'ai achetés à Essen l'an dernier et que je possède encore pour voir lequel a ma préférence. Et finalement, me concernant, que reste-t-il de Essen 2023 ? Je m'appelle Boris et voici ma pile du jour. Avant de commencer, si jamais tu découvres la chaîne avec cette vidéo, sache qu'il y a une tombola qui est en cours en ce moment, dont le tirage va se terminer le 15 octobre, et qui peut te permettre de gagner jusqu'à 50 € de jeux de société, des jeux de société que tu choisis parmi un package de jeux que j'adore. Le bien et le mal, il y a Expédition to New Delhi d'Alexander Pfister, il y a plein de trucs bien. Et pour participer, il faut acheter un petit ticket de 5 € sur coffee.com/rue du jeu. Avec ce montant, tu soutiens la chaîne et tu m'aides à pérenniser cette activité. Tu peux aussi liker, commenter, partager, t'abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Alors la tradition, avant de démarrer cette pile à proprement dit qui va classer 5 jeux de celui que j'apprécie le moins à celui que j'apprécie le plus, c'est de parler des mentions honorables. Ici, je vais mentionner rapidement les jeux que j'ai achetés à Essen 2023, mais que j'ai revendus. Je pense notamment à Deep Dive, qui a été un flop complet. Un petit jeu de Stop ou Encore, qui était sorti chez AEG, un éditeur que j'adore, et qui était signé par les auteurs de Point Salad. Vraiment, j'étais sûr que ça allait être super. On y a joué le soir même en rentrant, et c'était nul, mais nul, c'était pas fun, c'était plat. Donc voilà, grosse déception. Vous pouvez retourner voir la vidéo où je suis dépité quand j'en parle. Et Deep Dive, j'en ai fait une partie sur place, je l'ai revendu aussitôt, c'était vraiment pas fou. Et en vrai, dans les jeux que j'ai achetés moi, c'est le seul que j'ai revendu. C'est ma seule vraie déception. Après, il y a aussi des jeux que j'ai achetés à Essen 2023 qui n'étaient pas vraiment des nouveautés sur le salon. Donc ils n'ont pas leur place dans cette pile des que reste-t-il, mais je vais les mentionner rapidement. Il y a Cocopelli de Stefan Feld que j'avais récupéré chez Queen Games, un jeu que j'adore. Un petit jeu familial de pose de cartes où il faut constamment surveiller ce que font ton voisin de gauche et ton voisin de droite, parce que tu peux aller jouer sur leur plateau. C'est vraiment très chouette. J'ai l'extension qui multiplie les possibilités. C'est un jeu que j'aime beaucoup sortir avec mes parents, par exemple. C'est léger, c'est agréable, et il y a moyen de bien comboter, mine de rien. Je pense aussi à Clockworker, que j'avais récupéré à pas cher chez Silex. C'est une espèce de Splendor-like. Tu prends des ressources, tu les utilises après pour acheter des trucs qui vont enrichir ton moteur. C'est vraiment engine building, le jeu d'engine building. Tu dois bien timer tes actions parce que tu vas récupérer tes petites ressources que une par tour, petit à petit, le temps que ton rouage s'active. J'avais trouvé ça efficace, mais vraiment tellement quelconque. Il n'y avait pas vraiment de relief pour moi, donc je ne l'ai pas conservé. Mais c'est un jeu efficace, si vous le voyez passer à pas cher, vous pouvez tenter le coup. Et j'avais aussi chopé Ready Set Bet, le jeu de paris sportif qui était dispo chez AEG, qui est sorti depuis en version française chez Yellow. Et Ready Set Bet, je pense que ça divise pas mal, c'est vraiment on adore ou on déteste. C'est un jeu tellement aléatoire, tellement hasardeux, on n'a parfois pas vraiment l'impression de jouer. Voilà, il y a une course de chevaux, un commentateur sur une application qui te donne l'avancée de la course en direct, et tu mets des jetons de poker sur un énorme plateau, tu fais des mises, tu vois ce qui se passe, tu rafles la mise si t'as gagné. C'est vraiment full hasard, il y a juste le seul moment où t'as un peu une prise de décision, c'est entre les manches, tu peux choisir entre deux pouvoirs spéciaux, mais c'est fun, c'est un jeu qu'on joue en marathon quand on est 7-8 autour de la table et on hurle toutes et tous. Donc voilà, tu le sors pas à toutes les occasions, mais je regrette vraiment pas d'avoir acheté Ready Set Bet. Mais vraiment, c'est pas pour tout le monde. C'était les mentions honorables et on entame la pile proprement dite. Why behave like an animal trapped in a bloody scenery? What a tragedy. On entame cette pile des jeux que j'ai achetés à Essen 2023 avec Amalfi de chez Stilex, justement, on en parlait. C'est la version Renaissance, donc c'est une refonte de Amalfi V1 qui était sorti déjà il y a plusieurs années de ça, qui était un jeu japonais si ma mémoire est bonne. Amalfi, c'est un jeu de pose d'ouvriers qui a un twist intéressant, c'est que vos ouvriers sont des bateaux et ils vont aussi servir à compter vos ressources. Donc quand vous envoyez un bateau pour récupérer des ressources, il y a un bateau qui va
va servir à activer l'action, et les autres qui sont sur votre plateau personnel, vous allez les faire monter sur la partie supérieure de votre plateau pour représenter les ressources que vous gagnez, et quand vous dépenserez ces ressources, vous referez descendre vos bateaux sur votre plateau personnel et ils redeviennent disponibles. Du coup, c'est un jeu où il y a vraiment une forme non seulement de monter en puissance, mais aussi de créer des boucles de voilà, je gagne 3 bois, je les dépense, je récupère mes bateaux, je les envoie pour aller chercher du tissu, je dépense ces tissus pour acheter une carte qui me permet de débloquer un nouveau bateau, qui me permet de... etc. Tu vois l'idée. Et du coup, la principale qualité d'Amalfi, c'est à la fois son principal défaut, c'est qu'il y a une grosse courbe d'apprentissage pour bien intégrer ce système et parvenir à le maîtriser et pouvoir faire des combos. Vraiment, c'est un jeu où les combos sont incroyables et peuvent te faire partir dans des boucles vertigineuses. Mais le problème de ça, c'est que ça rend le jeu très difficile à apprendre, parce que si tu joues avec quelqu'un qui a déjà joué, comme c'est mon cas, on y avait joué à Essen, on y a joué un petit peu après, en revenant du salon, j'ai joué aussi entre-temps pas mal sur Board Game Arena, j'ai fait quelque chose comme une quinzaine de parties, j'ai suffisamment d'expérience pour faire des coups performants. Le problème de ça, c'est que si je le fais découvrir à quelqu'un, il va être aux fraises. Quand t'as plus d'ouvriers, tu passes et tu regardes l'autre jouer. Et ça peut durer très longtemps. Et ça peut être très désagréable. J'ai une pensée pour un des joueurs auquel je l'ai fait découvrir, qui a vraiment juste passé un mauvais moment. Je pense qu'on a fini par interrompre la partie, par pas jouer les 4 manches, parce que vraiment, il était 100 points derrière au score, et ça valait pas la peine de continuer, quoi. Du coup, Amalfi, il faut vraiment y jouer entre connaisseurs, entre personnes qui maîtrisent vraiment ce système, et là, ça devient tendu, mais c'est un jeu qui, même entre connaisseurs, n'est pas très interactif. J'en parlais dans la review à l'époque, petit à petit, vous allez récupérer des tuiles destination qui vous donnent des emplacements d'ouvriers personnels, et donc plus le jeu avance, moins il y a de la tension, parce que plus vous avez d'emplacements perso, où seul vous pouvez vous placer, et donc vous n'avez pas la peur que les autres vous les piquent. Donc tout ça fait d'Amalfi un jeu assez particulier, que je sors pas beaucoup en physique, je préfère y jouer sur Board Game Arena, honnêtement, et puis pour moi c'est un jeu qui se joue exclusivement à 2 joueurs, parce qu'à 4, le downtime peut être interminable, donc ça peut vraiment durer des plombes si vous passez un petit peu avant vos adversaires et qui sont eux en train de jouer des coups et des coups et des coups, ça peut vous dégoûter du jeu. Donc Amalfi est intrinsèquement un excellent jeu, mais il a ses petits soucis, en tout cas ses petites particularités qui vont faire qu'on le pratique moins qu'on l'aimerait. Et pour l'instant Amalfi, forcément il démarre la pile, hop. On va continuer sur du plus léger avec Dracula vs Van Helsing de Théo Rivière et Maxime Rambourg, illustré par le fabuleux Weberson Santiago, mon illustrateur préféré tout simplement. Dracula vs Van Helsing, c'est un petit peu particulier parce que c'est une sorte de jeu de pli, mais pas vraiment, asymétrique, mais pas vraiment. Il y en a un qui incarne Dracula, l'autre Van Helsing, et Van Helsing doit buter Dracula. Dracula doit essayer de survivre, donc de tenir 5 manches sans se faire buter, ou de convertir un grand nombre de vampires dans un même espace du plateau de jeu. À votre tour, vous piochez une tuile qui a une valeur de 1 à 8, et vous pouvez soit choisir de la placer en la remplaçant par une autre, soit la défausser directement. En faisant ça, vous allez activer des pouvoirs qui vont vous permettre de révéler des tuiles de l'adversaire, d'échanger la position de 2 de vos tuiles, de changer aussi la valeur d'atout. C'est pour ça que je parle de jeu de plis, parce qu'il y a un petit côté avec les atouts, mais on ne résoudra les plis que à la fin, quand quelqu'un décide de mettre fin à la manche, et là son adversaire a un dernier coup. Donc il y a un petit feeling de Sea Salt and Pepper, qui est aussi co-signé par Théo Rivière, et ça crée une tension assez intéressante, parce que si tu penses que tu es en bonne position et que tu aimerais arrêter là, tu es obligé de laisser ton adversaire jouer un dernier coup. Quand on révèle, on regarde dans chaque colonne qui a la carte la plus forte, en sachant que les atouts l'emportent évidemment sur les autres couleurs. Donc c'est assez malin, c'est assez chouette, mais c'est pas facile de bien jouer, et surtout quand tu as un tirage qui est pas avantageux, mine de rien, c'est quand même chaud. Ce qui m'a un peu refroidi avec ce jeu, c'est que j'ai vu des parties vraiment à sens unique où il y a un des 2 joueurs qui ne peut absolument rien faire. Et dans ce cas-là, ça rend le jeu un peu moins intéressant. En même temps, il y a aussi des parties qui sont vraiment disputées, qui se jouent jusqu'au bout, où il y a des retournements de situation avec les pouvoirs, etc. Donc j'aime bien le jeu, je le trouve malin, j'adore les illustrations, il va rester dans ma ludothèque, mais a priori, j'y vois moins de profondeur qu'un Amalfi. Le tirage peut quand même être prédominant, et pour l'instant, il se classe en dessous. Ensuite, Kutnaora, La Cité de l'Argent. Je sais que beaucoup l'ont découvert en 2024, mais moi c'était en 2023 en VO chez CGE. Il est depuis sorti chez Yellow. Vous le savez peut-être, c'était mon jeu préféré de 2023, Kutnaora. Certains trouvent que j'en ai fait trop, que j'en ai fait des caisses, mais tant pis, j'assume parce que j'adore ce jeu. Et évidemment, spoiler, je l'aime toujours autant, il est toujours dans ma ludothèque, je le sors pas autant que je voudrais, parce que c'est pour moi vraiment un 4 joueurs only. Je sais qu'il y a des aménagements pour jouer à 2, pour jouer à 3, mais ayant beaucoup de boîtes dans ma ludothèque, je préfère sortir un jeu que quand j'ai vraiment la configuration optimale
pour le sortir, et Kutna pour moi C4 grâce à sa mécanique d'économie. C'est vraiment un jeu économique assez unique où les joueurs vont avoir un vrai impact sur le cours des ressources qui vont parfois monter, qui vont descendre. Il y a vraiment énormément de bonnes idées. Avec cette ressource unique, l'argent qui vous sert à acheter un petit peu tout, il y a beaucoup de tensions autour du cours du marché du bois par exemple qui vous sert à construire des bâtiments. Et quand on vit les premières parties, on a l'impression que c'est hasardeux, on a l'impression que les joueurs ne savent pas ce qu'ils font, on a aussi l'impression qu'on se fait avoir, qu'il y a de la chance dans tout ça, etc. Mais en fait, tout est mécanique, l'ordre des cartes est prédéfini, et une fois qu'on connaît un peu, qu'on a compris comment les cours évoluaient, on peut vraiment avoir un impact volontaire sur leur ascension et leur dégringolade. On peut vraiment réfléchir à tout ça, et ça en fait un jeu extrêmement interactif où chaque action compte. J'aime aussi énormément le système de cartes actions qui sont de deux côtés. Il faut à chaque fois choisir à quelle action on renonce quand on en joue une. J'aime enfin l'ordre du tour qui va vous faire jouer deux actions et puis une. Et évidemment, pour construire un bâtiment, ça va se faire en 3 temps. Ce que certains détestent d'ailleurs, hein. Ils ont l'impression d'un rythme assez lent, mais c'est ce rythme qui permet justement l'interaction parce qu'il permet d'anticiper ce que vont faire les adversaires. Vous n'allez pas pouvoir construire un bâtiment de nulle part. C'est forcément un coup que vous aurez préparé en amont et donc vous laissez les autres réagir à ça. En plus de ça, j'adore le style graphique qui fait un petit peu bande dessinée. Vraiment, c'est un jeu que j'adore. J'en ai malheureusement fait que 6 parties sur l'année. C'est beaucoup trop peu. J'aimerais davantage le sortir, mais ça reste pas mal. Ça reste plus que plein de nouveautés qui sont sorties entre-temps. Et c'est un jeu qui reste dans mon cœur et qui, j'en suis sûr, va rester dans ma ludothèque pendant très longtemps parce qu'il est vraiment unique dans sa saveur. Et évidemment, qui va au-dessus d'Amalfi. Évidemment, qui va au-dessus de Dracula versus Van Helsing. Je me pose pas la question une seconde. On repart sur de léger avec 12 Chip Trick. Difficile de faire plus minimaliste, un jeu de pli avec seulement 12 jetons, pour peu que vous y jouiez à 3 joueurs, mais il faut y jouer à 3 joueurs, hein, la version 4 joueurs n'existe pas. 12 Chip Trick, c'était sorti chez Mandu Games, il y a BlackRock qui en a fait la localisation, j'en suis assez content. J'ai d'ailleurs reçu une copie presse de BlackRock, merci à eux. Par contre, pas merci à eux pour cette version 4 joueurs, parce que le jeu, idéalement, se joue à 3. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, il y a 12 jetons, pas un de plus, pas un de moins, d'où le nom du jeu, et pour rendre le jeu viable à 4, il a fallu ajouter des jetons qui dédoublent certaines valeurs, donc pour moi ça fonctionne pas du tout. Je préfère vraiment l'épure du jeu original à 3 joueurs. 12 Chip Trick, c'est un jeu vraiment fait avec 3 bouts de ficelle, mais hyper malin, où à son tour on joue un jeton. Quand tout le monde a joué un jeton, c'est le jeton de la valeur la plus haute qui se sert. Il va récupérer un jeton au milieu de la table et le mettre devant lui. S'il y a un jeton rouge, il doit prendre un jeton rouge, s'il n'y a pas, il prend celui qu'il veut. Les autres vont aussi récupérer un jeton dans l'ordre des valeurs, mais vont juste le mettre en main. Dès que quelqu'un a 4 jetons devant lui, ben c'est fini, et là c'est du blackjack, il faut être le plus proche de 21 sans le dépasser. Si vous dépassez, vous brûlez, mais si tout le monde crame, alors c'est celui qui a la valeur la plus haute qui gagne quand même. Ça se joue en 3 manches gagnantes et c'est diablement malin. Je suis admiratif de 12 Chip Trick, moi qui adore les jeux épurés, je trouve que là on tient un bijou, ça relève vraiment de l'orfèvrerie d'arriver à faire un jeu qui soit malin, qui ait des décisions intéressantes avec seulement 12 jetons, je trouve ça fou, mais le problème c'est que j'y arrive pas. Yoel et Séverine de First Player sont témoins, on a encore joué ensemble il y a pas longtemps, et je suis mauvais, je n'arrive pas à prendre les bonnes décisions, je pense que j'ai aussi des bugs de calcul mental parfois qui font que je pense que c'est bon, je suis safe, et en fait j'ai mal compté. Je fais des cadeaux involontairement à mes adversaires, en leur donnant les bonnes valeurs, enfin je suis nul, archi nul. Et vraiment mon cerveau n'arrive pas à jouer à ce jeu. Donc comme dans la pile, il s'agit de donner ma préférence personnelle, il va malheureusement aller tout en bas, en dessous de Dracula versus Van Helsing, auquel je me débrouille un petit peu mieux. Donc techniquement il est au fond de la pile, mais n'y voyez pas le signe que c'est un mauvais jeu, c'est tout simplement qu'il est pas fait pour moi, et mine de rien je vais le garder dans ma collection parce que j'adore le faire découvrir, j'adore montrer ce côté hyper épuré et malin à la fois. Et puis regardez ce qu'il porte sur ses épaules, si ça c'est pas un jeu solide, je m'y connais pas. Et enfin, on termine cette pile spéciale Essen 2023 avec Nucleum de chez Board & Dice qui a été localisé par Intrafin. Nucleum, je l'attendais énormément, évidemment, c'est le mariage de Simone Luciani et de David Tursi. On a beaucoup dit ces bras, ces barrages ensemble, c'était des conneries, parce que ça n'a pas du tout la même tension et la même interaction que ce jeu-là. C'est un jeu un petit peu plus lâche, un petit peu plus explosif, mais qui a vraiment une grande profondeur, qui demande de comprendre comment jouer votre faction, parce qu'il y a 4 factions dans le jeu, et leur équilibrage est assez fin. Elles doivent se contrer les unes les autres, c'est assez malin. C'est mine de rien pas tant un jeu de réseau et de blocage que vraiment de développement, un Eurogame où il vous manque
toujours une ressource, mais où si vous faites les choses dans le bon ordre, vous allez trouver une solution. Il y a quasiment toujours une solution parce que le jeu vous laisse repartir, vous laisse avoir de nouveaux points de départ, mais en fin de partie, il y a quand même des courses sur certains emplacements du plateau. D'ailleurs, la mise à l'échelle du plateau en fonction du nombre de joueurs marche vraiment bien. Le jeu est tout à fait valable dans sa configuration de joueurs. En vrai, il est bon dans toutes les configurations 2, 3, 4. Je crois que je préfère y jouer à 3 pour que ça soit pas trop long, ou alors vraiment avec des joueurs qui connaissent bien. Puis à 4, la rivière de contrats, parce qu'il y a des contrats un petit peu à la barrage, tourne un petit peu trop, on n'a pas beaucoup de maîtrise là-dessus, mais c'est vraiment une question de préférence personnelle. Nucleum, c'est un jeu fourmillant, pas toujours très lisible, auquel on a beaucoup joué dans les mois qui ont suivi sa sortie. J'ai fait 8 parties en très peu de temps, et puis, force est de constater qu'il n'est pas ressorti. Un des trucs qui m'a refroidi, c'est qu'on a vu très vite arriver l'extension Australie, que j'ai pas essayé, mais c'est une politique éditoriale que j'ai trouvé un petit peu curieuse. Tiens, pourquoi sortir quelque chose comme 6 mois après une extension? Est-ce que ça cache des trucs du jeu de base qui auraient été coupés? Est-ce que ça cache un jeu de base qui, quand on creuse, n'a pas tellement de profondeur que ça? Puis ils ont réannoncé une extension derrière, qui ajoute encore des mécaniques, etc. Et là, pour moi, c'était too much. Ça m'a donné un peu un sentiment de rejet vis-à-vis du jeu. Mais en vrai, ça reste un jeu que j'adore et que je trouve très solide. J'adore son équilibre entre tactique et stratégie. J'adore toutes les notions de tempo qu'il y a pour attendre le plus longtemps possible avant de passer, d'avoir produit une certaine quantité d'énergie pour pouvoir te placer au bon endroit qui va t'activer un scoring de fin de partie qui te conviendra et qui collera à ta stratégie. Donc tout ça, je trouve ça vraiment très efficace. Mais c'est un jeu qui reprend plein d'éléments de partout, qui est un petit peu boursouflé comme ça, et qui pour moi est moins élégant qu'un Kutna Hora avec ses 5 actions. Donc encore une fois, si je dois donner ma préférence personnelle, je préfère la singularité d'un Kutna Hora, mais ça reste un Eurogame tout à fait solide et une des sorties majeures des scènes 2023 qui est encore là un an après, à n'en pas douter. Et je pense qu'il ne doit pas ça uniquement à ces extensions qui, à mon goût, sont sorties un peu à la va-vite. Voilà pour cette pile avec les plus petits en dessous. C'est pas toujours comme ça, hein. Parfois je préfère les petits jeux que les gros, mais là, les pauvres jeux de Mandou, ils faisaient pas le poids. C'est personnellement les 5 jeux que j'ai retenus du salon des scènes 2023. Dites-moi en commentaire si vous en retenez d'autres. On se retrouve dès jeudi pour une semaine spéciale scènes 2024, cette fois-ci. Il y aura une vidéo par jour, soyez au rendez-vous. Abonnez-vous pour surtout rien louper. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à soutenir financièrement la chaîne sur Ko-fi. Gardez aussi un œil sur Instagram, je vais évidemment vous partager en story tout ce à quoi je joue sur place. Et pensez à faire un tour sur la boutique partenaire Golden Meeple, il y a des jeux que vous pouvez précommander. Ou si vous voulez rattraper certains de ces excellents jeux de 2023, ils sont dispo, faites-vous plaisir. Si vous êtes au Salon des Suns, j'organise un meet-up, toutes les infos sont là et en description. Venez me voir, ça serait cool d'en profiter pour se rencontrer, pour échanger un peu. J'ai hâte d'y être à Essen, j'espère que vous aussi. C'était Boris pour du jeu, en attendant Essen, jouez bien, ciao!